C'est ironique parce que je suis né dans la place des deux mosquées saintes. Tu sais, on peut dire le cœur de l'islam en Arabie Saoudite. Mais je dis toujours à tout le monde que j'ai beaucoup plus appris mon islam quand j'étais en Amérique. Pourquoi? Tu sais, j'étais dans la classe, je me rappelle des gens qui disaient, si ça, c'est les musulmans, il faut qu'on aille à la Mecque et qu'on détruise la Mecque. Tu vois, Ah ouais. tu as deux questions que tu te poses. Est-ce que tu te caches? Je ne suis pas musulman, non, je ne suis plus à Mohamed, je ne suis pas Khalid, je ne suis pas ça. Ou bien, tu te défends et tu défends ta religion, ta foi. Que la paix soit sur toi. Bienvenue sur Muslim Makers, le podcast incontournable pour découvrir et t'inspirer des acteurs musulmans francophones. À travers leurs expériences, nous explorons des trajectoires uniques qui nous ouvrent de nouveaux horizons et nous encouragent à développer notre plein potentiel tout en restant fidèles à nos valeurs. Pour ne rien manquer, abonne-toi à notre newsletter, suis-nous sur Instagram et rejoins notre communauté sur Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. J'étais avec des élèves, c'était ça le problème. Parce que tu sais, je dirigeais un groupe. Non, Ouais. sans voix, c'était un peu difficile, mais j'avais un autre collègue qui était avec moi, alhamdoulilah. D'accord. Donc, ça nous a aidé, alhamdoulilah. Et c'était à la fin, c'était pas le début. Donc, on avait déjà fini la Mecque, c'était à la Médine, donc alhamdoulilah, ça. Bon, alhamdoulilah. Barakallah fik. Bah écoute, Souleymane, je propose qu'on commence. Je pense que je garderai même cette partie d'entrée, tu vois. Yallah, bismillah C'est une bonne anecdote. C'est une bonne anecdote. Alhamdulillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Souleymane, très heureux de t'accueillir sur le podcast Muslim Makers. Merci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On s'est rencontrés 2 fois, il me semble. Une fois l'année dernière. Enfin, de l'année dernière. On est déjà en 2025 là. Donc c'était en 2023, fin 2023 et fin 2024 au Qatar. Ouais. Et à 2 reprises, alhamdoulilah. La première fois, c'était assez rapide. C'était lors d'un événement avec d'autres personnes. C'est très bien passé. On avait super bien aimé. Et on avait été aussi bien accueillis par plusieurs membres de la Qatar Foundation. C'est là où tu travailles. Et là, on s'est revus il y a 2 mois, du coup. Et je t'ai dit, tiens, bah là, il faut qu'on fasse un podcast, là. Merci, podcast. En plus, tu es la seule personne, je crois, peut-être qu'il y en a d'autres qui parlent français à la Qatar Foundation. Il y en a beaucoup. Ah ouais? Qui sont plus francophones que moi. Moi, d'ailleurs, tu sais, premièrement, je commence avec la paix et les bénédictions d'Allah, soit sur son prophète, sa famille, ses compagnons, alhamdoulilah. Je suis vraiment content et je te remercie infiniment pour ça, puisque c'est peut-être, je sais pas, la première fois que je fais un podcast en français. Ouais, je parle français, mais je dis tout le monde, je dis toutefois que c'est un peu rouillé, puisque je n'utilise pas trop. Ici, ouais, à Doha, à Qatar, disons la langue en commun, disons la langue entre, disons, les expats, les étrangers qui sont là, qui vivent, et les autochtones, je peux dire que peut-être c'est plutôt la langue anglaise qui domine. Ouais. Mais il y a pas mal aussi de francophones qui sont là. Il y a même une chaîne radio francophone, Orix FM. Il y en a des Français qui sont là, Français, disons, de la France, Belgique, bien les gens qui sont du Canada et les pays francophones africains et d'autres. Donc, il y en a pas mal, alhamdoulilah. Mais à Qatar Foundation, la plupart, c'est vraiment l'anglais, puisqu'il y a les universités qui sont là-bas, la langue d'instruction c'est en anglais, mais il y a aussi l'arabe. Donc, on peut dire que c'est principalement entre l'arabe et l'anglais. Mais quand je fréquente des Français qui sont là, qui sont touristes, qui sont visiteurs, qui passent à Qatar Foundation Education City pour voir, j'essaie de pratiquer avec eux pour ne pas oublier. Ok. Bah, écoute, Souleymane, je propose pour commencer que tu te présentes, tu nous dises d'où tu viens. Ok. Peut-être d'abord, qu'est-ce qui t'a amené au Qatar aussi? Raconte-nous un petit peu ton parcours. Ok, ouais, d'accord, merci. Je m'appelle Souleymane Ba, je suis né à Médine, en Arabie Saoudite. J'ai, disons, vécu mon enfance à Jeddah, mais je suis d'origine africaine. Donc, j'ai de la famille en Afrique de l'Ouest, j'ai de la famille en Guinée, en Sierra Leone. Je dis toujours ça, et il y a toujours des gens qui se posent plus de questions que de réponses, puisqu'ils disent pourquoi tu ne veux pas être exact avec un pays. Je dis pourquoi est-ce que je dois être exact avec un pays? C'est pas moi qui ai mis les frontières, ça c'est des frontières artificielles, tu vois. Mais j'ai de la famille qui sont peut-être avant, disons, les frontières, qu'ils étaient ici, qu'ils étaient là-bas. Et après, il y a quelques gens qui se sont trouvés dans un pays francophone et les autres qui se sont trouvés dans un pays anglophone, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Donc, mais mon héritage, je suis Peul, disons, ma groupe ethnique. Les Peuls sont bien renommés, ils sont bien connus en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, de la Mauritanie jusqu'au Soudan. Mais j'ai de la famille en Guinée, en Sierra Leone, mais moi, je suis né en Arabie Saoudite et j'ai grandi là-bas. Après, j'ai aussi vécu en Amérique. Disons, j'ai terminé mon lycée en Amérique, j'ai fait l'université en Amérique, je me suis marié en Amérique, j'ai commencé à travailler là-bas en Amérique. Donc,
mon parcours en Amérique, c'était là-bas que j'ai vraiment fait mon parcours académique et professionnel. Et après, je suis venu en Arabie Saoudite une deuxième fois, mais c'était pour travailler comme un professionnel. J'ai fait 4 ans là-bas pour enseigner l'anglais. Et après, en 2015, je suis venu à Qatar pour faire mes études. Disons, on m'a donné une bourse pour faire le Masters à Education City, alhamdulillah. Et depuis 2015, je suis là. J'ai fini mon Masters à Hamad bin Khalifa University. Et après, j'ai commencé à travailler avec Qatar Foundation. Donc, j'ai travaillé avec la mosquée Minaretin. C'est un endroit bien reconnu ici à Qatar. Très belle mosquée d'ailleurs. Ouais, machallah, Magnifique. une architecture phénoménale, moderne. Et j'ai fait là-bas presque 8 ans. Et 5 mois depuis que j'ai commencé dans un nouveau secteur, à Qatar Foundation toujours. Et maintenant, je suis dans Qatar Foundation Higher Education. Donc, c'est l'administration qui dirige, disons, les universités qui sont membres de Qatar Foundation. Et je suis, disons, le guide spirituel pour dire un raccourci. Pour accompagner les élèves dans leur cheminement spirituel, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Et Très c'est bien. des questions et des activités spirituelles. Ouais, c'est ça. Magnifique, magnifique. Donc, tu as grandi, donc tu es né à Médine, tu as dit, tu as grandi à Jeddah. Ouais. Après, Jeddah, Euh, l'Amérique. Donc, j'ai fait Jeddah. Ouais. Après, disons, l'adolescence, plutôt en Amérique. Et après, l'université, et, ouais, la tu première étape. parles saoudien. Alors, C'est ça. l'arabe avec un Slow accent saoudien, ouais. Et un accent plutôt Hijaz. Donc, Jazz. c'est Jeddah, la Mecque et la Médine. Ouais, d'accord. Donc, Alhamdulillah. tu parles combien de langues d'ailleurs? 5, tu peux dire, ouais, puisqu'il y a l'anglais, l'arabe, le français et la langue maternelle, Pula, la langue de ma groupe ethnique Peul. Et je parle aussi créole, qu'on dit le créole de la Sierra Leone. D'accord. Ouais, Ok. c'est un créole anglais, c'est pas un créole français. Ok. Et donc, tu as eu l'opportunité, donc tu as fait tes études à Jeddah et tu as terminé aux États-Unis. Tu as accompagné tes parents à chaque fois ou tu as été envoyé aux Non, États-Unis? non, non. Puis il y avait mes grands-parents qui étaient en Amérique, donc j'étais là-bas avec mes grands-parents, C'est quelle pas avec ville mes parents. là-bas? J'étais en Virginie, dans l'État de Virginie. J'étais dans la ville de Virginia Beach. Après, en Virginie, puisque Ouais, c'est l'État qui est vraiment proche de Washington, D.C. Après, quand j'ai fini l'université, j'ai commencé à travailler à Washington, D.C. d'accord, magnifique. Et tu as fait quoi comme études? Relations internationales et les études du Moyen-Orient. J'ai travaillé à Washington, D.C. avec une boîte ONG dans le développement international. Et D'accord. après, j'ai quitté l'Amérique pour enseigner l'anglais. Ça m'a donné l'occasion de revenir dans ce domaine, Et tu, le tu Moyen-Orient. souhaitais, c'était comment ta vie là-bas, t'as apprécié et qu'est-ce qui t'a amené à partir des États-Unis? Qu'est-ce qui m'a amené à quitter? À quitter, oui. Tu sais, alhamdulillah, puisque là, on est sur Muslim Makers. Moi, c'est peut-être puisque je suis né dans tu sais, j'ai ouvert mes yeux dans ce monde et j'étais dans la ville, la deuxième la plus sainte pour les musulmans, à Médina. Après, j'ai Ouais, vécu à Jeddah et la Mecque qui était à côté de nous, que c'était proche. Donc, je pense qu'il y avait quelque chose qui m'appelait toujours d'essayer de vivre dans un environnement majorité islamique, ou musulman. ouais. Donc, même quand j'étais en Amérique et j'étais actif, alhamdoulilah, avec les mosquées ou bien avec, tu sais, mais c'était toujours là-bas comme un minoritaire. Donc, il y avait quelque chose qui me poussait à essayer de retourner dans un pays là Oui, où je pouvais entendre l'azan, oui, l'appel de la prière. Et donc, j'ai essayé de chercher des opportunités de travail oui, dans cette région. En ce temps-là, de 2010 jusqu'à 2014-2015, il y avait vraiment un mouvement pour des centres d'anglais oui. en Émirats, à Oman, à Koweït et en Arabie Saoudite. Donc, j'ai postulé, alhamdoulilah, j'ai été accepté. Ouais. Ouais, alhamdoulilah, c'est ça qui m'a amené. Ouais, t'es vraiment allé à deux extrêmes entre, comme tu dis, un environnement vraiment. En plus, le Jeddah à l'époque, Médine, c'était. Voilà. Enfin, même Ouais, si Jeddah à l'époque, c'était connu pour être la ville la plus, on va dire, ouverte. Maintenant, ça a changé. C'est par rapport à avant, Jeddah, c'était connu pour être un peu plus ouvert que le reste, non? un peu plus Un ouvert, petit mais un peu, un peu tout plus petit peu. mix aussi, puisque c'était Un peu plus cosmopolitain, mixte. Oui, un peu plus c'était cosmopolite, c'est ça qui a multiculturel, amené. ouais. Mais c'était toujours la portée Bien sûr. de la Mecque, Bab Makkah. Oui, exactement. C'était le premier endroit, tu sais, tu atterris à l'aéroport de Jeddah international. Ouais.
Parce que la Mecque n'avait pas un aéroport et tu prends le bus. Il n'y avait pas de train en ce moment. Le bus ou bien un car ou bien en véhicule, en voiture. Ouais. Mais c'était différent. C'est pas la même chose. Même quand j'ai ma seconde visite ou bien en Arabie Saoudite, quand je suis revenu en 2011, j'ai trouvé que c'était pas la même ville que j'ai laissé comme un jeune. Ça avait déjà commencé à changer, tu vois. Et sinon, quand j'étais jeune, c'était un peu ouvert, mais pas trop ouvert. C'était aussi conservateur, tu vois. Ouais. Mais il y avait encore même la police des mœurs et tout ça. Ouais. Donc ça a bien évolué. Ouais, là. Du coup, dans ton évolution, toi, tu es parti d'un événement, d'un lieu, d'un environnement extrêmement conservateur, on va dire, par rapport à la moyenne, à un environnement hyper ouvert aux États-Unis. Comment est-ce que ça a forgé ton identité? C'était difficile, mais tu sais, je dis à beaucoup de gens que j'ai beaucoup appris l'islam. Et ça, c'est ironique, parce que je suis né dans la place des deux mosquées saintes. Tu sais, on peut dire le cœur de l'islam en Arabie Saoudite. Mais je dis toujours à tout le monde que j'ai beaucoup plus appris mon islam quand j'étais en Amérique. Pourquoi? Il y avait les débats. Tu sais, moi, je suis de la génération. Quand j'ai commencé, j'ai fini le lycée. J'ai fini le lycée en 2000, je pense. Donc, en 2001, c'était quoi? C'était September 11, non? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est 11 septembre. Donc là, j'avais juste commencé. C'était ma première année c'est pas l'université, mais c'est en Amérique, c'est qu'on appelle community college. Mais c'est pas le lycée aussi, donc c'est, disons, la première année de l'université. Ouais. Mais ouais, j'étais là-bas, je me rappelle quand on était là-bas dans la classe le matin, après tout le monde, tu sais, le chaos qui nous entourait, il y avait pas, et je pense qu'il y avait pas vraiment les téléphones comme, il y avait pas Twitter, il y avait pas tout ça, mais il y avait des télévisions, tu sais, dans les couloirs. Mais après, c'était le journal, c'était connu, il y avait des gens qui appelaient le téléphone pour quelques ans, qui avaient des familles, parce qu'en Virginie, on est vraiment proche de Washington, D.C., tu vois. Il y avait Washington, D.C., il y avait Pentagone, tout ça, c'est en Virginie. Mais Virginie Nord, nous, on était en Virginia Beach, un peu au sud. Mais il y avait des gens qui avaient des familles là-bas, des gens qui travaillaient là-bas, qui connaissaient des gens, donc tout le monde qui s'appelait. Et après, c'était, tu sais, j'étais dans la classe, je me rappelle, des gens qui disaient, si ça, c'est les musulmans, il faut qu'on aille à la Mecque et qu'on détruise la Mecque, tu vois. Carrément. Ah, carrément. Et ça, c'est mes camarades de classe. Donc, c'était vraiment, waouh, tu sais, c'est là, on peut dire que c'est là que j'ai commencé à être, OK, là, tu as deux questions que tu te poses. Est-ce que tu te caches? Je suis pas musulman, non, je suis pas Mohamed, je suis pas Khalid, je suis pas ça. Ou bien, tu te défends et tu défends et les gens ta foi. Mais pour défendre ta foi, il faut que tu apprennes. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu es en train de dire dans ton discours. Donc vraiment, c'était reposer sur un environnement où tu es plus challengé, où on ne pose pas de questions, où c'est culturel, etc. Là, il faut que tu prennes les choses en main, quoi. Donc c'était ça. Il y avait beaucoup de débats, il y avait beaucoup de discours avec même mes voisins. Donc c'est pas juste des débats à l'école, mais quand je revenais aussi dans mon quartier, à la maison, c'était des amis qu'on jouait avec le basket maintenant qui disaient, écoute, Sylvain, t'es musulman, mais c'est vous le problème, tu vois, c'est vous. Vous avez attaqué, blablabla, tout ça. Votre religion, c'est une religion de meurtre, tuer. C'est ce qui vous intéresse. C'est pas super connu, l'islam aux États-Unis. Non, pas du tout. Pas du tout. Surtout, donc, j'ai eu plein de débats avec des voisins. Il y avait des nuits qu'on restait jusqu'à 3 heures du mat. Et j'avais le Coran, j'ouvrais le Coran, je leur montrais des textes en anglais et eux aussi, ils cherchaient. Donc, vraiment, c'est ça, tu vois. Je pense que j'ai beaucoup appris mon islam, pas en étant en Arabie Saoudite, cette expérience, mais à travers l'expérience d'être minoritaire et en étant en Amérique. Et alhamdoulilah. Mais le challenge aussi que tu étais minoritaire, même pour aller à la mosquée, tu vois, en ce temps-là, j'avais pas de voiture. Je prenais le bus pour aller, 2 ou 3 bus pour aller à l'université. Donc, pour aller à la mosquée, c'était dans un autre endroit. C'était pas toujours les fleurs de vendredi. Vraiment le vouloir, quoi. C'est plus, plus c'était comme avant, un peu plus dur, c'est ça. Tu dis quoi faire et tu suis, c'est facile. Là, faut vraiment mettre l'effort. Exactement. Et c'est ce qui m'a encouragé. C'est ce qui m'a encouragé. Je me disais, un jour, j'aimerais bien être dans un pays là-haut. La mosquée, c'est un peu partout, c'est autour de moi, tu vois. Et donc, c'est ce qui me poussait à te dire, OK, tu travailles, tu finis ton université, tes études, tu fais un peu de maîtrise avec ton travail. Tu
disons, tu vas avoir un rêve, c'est d'être dans un pays musulman. Ouais. Mais tu sais, c'est là où tout est le paradoxe. Tu as des enfants, toi aussi, machallah, Ouais, Suleiman. alhamdoulilah, j'ai 5 enfants C'est maintenant. là où tu le paraît. Mais j'avais pas d'enfant à ce moment-là, mais j'avais toujours cette envie. Et d'ailleurs, tu sais, il y avait une autre chose, puisqu'il y a 2 choses qui sont arrivées. J'ai quitté en 2011. J'ai Oui. quitté en 2011 pour venir en Arabie Saoudite. Et j'ai quitté 2015 l'Arabie Saoudite pour venir à Qatar. J'ai des amis qui sont en Amérique qui me disent, et même des oncles et des cousins qui me disent que il y a quelque chose qui te guide, puisque tu as quitté en Amérique en 2011, mais il parle que tu as quitté au bon moment. Et l'Arabie Saoudite, j'ai quitté en 2015, et il y a des gens qui me disent aussi, il paraît que tu as quitté au bon moment. Ah ouais? Pourquoi le bon moment aux États-Unis? 2011, c'était toujours la période Obama, je pense, ouais. Ouais, c'était encore Obama, je crois. Ouais. Il a eu deux termes, de toute façon, lui. Ouais, Il est resté longtemps. mais il y avait déjà des choses, il y avait déjà des indicateurs que l'Amérique a commencé à être, tu sais, la division interne, là. C'est qu'on voit avec Trump. Mais ça n'a pas commencé avec Trump, ça avait déjà commencé. Parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas contents que Obama, c'est un noir, c'est le premier Américain noir qui était président, bien, de 2 races, biracial. Et il y avait des gens qui pensaient que les démocrates, ils étaient trop libéraux. Tu sais, il y avait plus de force, le mouvement. Il y a une vraie fracture. Ouais, le mouvement LGBT, ça a commencé à avoir plus de force. Donc, il y avait beaucoup de choses qui commençaient déjà, mais c'était pas full force. Mais ça avait déjà commencé. Et moi, j'ai vu ces signes, d'ailleurs. Et je me disais, avant que ça arrive, moi, j'aimerais bien être ailleurs, quelque part d'autre. Maintenant, tu vois la fracture, même aux États-Unis, selon les États. Il y a des États qui sont plus conservateurs, et d'autres qui sont totalement ouverts, comme la Californie. Et là-bas, c'est le centre des nouvelles idées de ce type. Ouais. Et voilà, ce que je voulais dire juste avant, c'était, tu disais que avec les enfants, ou ta relation, non, par rapport à ta relation à l'islam, a beaucoup évolué aux États-Unis et ça t'a aidé à forger cette relation d'une manière plus profonde que ce qu'il y avait avant. C'est là le paradoxe, mais aussi avec les enfants, justement, c'est là que je vous pose les questions aussi, parce que je me dis, c'est vrai que si tu les mets dans un environnement toute leur vie de ce type-là, est-ce qu'ils vont avoir un peu les mêmes challenges, tu vois? Ils vont avoir peut-être une relation à la religion qui pourrait être un peu, on va dire, plus culturelle, hyper facilitée dans un pays musulman. Et le jour où tu rentres en Europe, parce que tu dois rentrer, ou n'importe quel pays occidental, là, ça, c'est le choc, tu vois, et là, tu dois recommencer. Enfin, voilà. Donc, tu sais, cette question, elle est complexe, puisqu'il n'y a pas une réponse directe. Ouais, c'est une réponse avec... ça dépend de de la personne, et ça dépend de ton contexte, où ce que tu es. Puisque l'Amérique, c'est différent de l'Europe, surtout si on parle de la France, par exemple. Et c'est différent de cette région dans quelques domaines. Et je te donne des exemples. Il y a des des enfants qui ont vécu en Amérique, jusqu'en Amérique, qui sont d'origine syrienne, libanais, tu sais, musulmans. Mais mashallah tabaraka, quand tu les rencontres, tu t'imagines que ces gens-là, c'est comme s'ils sont nés dans un pays musulman, ils ont vécu toute leur vie dans un pays musulman. Mais si on fait une enquête, ça veut dire qu'ils étaient premièrement, à la maison, leurs parents étaient vraiment actifs. Second, même s'ils étaient dans un État, ils étaient dans une ville peut-être qui avait pas mal de musulmans. Une bonne communauté musulmane avec des bonnes mosquées bien actives aussi, tu vois. Donc, il y avait même peut-être des écoles islamiques, disons, en Amérique, parce qu'il y a des écoles juives, des écoles catholiques, il y a des écoles islamiques aussi. Donc, ça, c'est permis en Amérique, alors qu'en France, vous n'avez pas ça. Pour les musulmans. Il y en a, mais c'est plus compliqué. Ouais, c'est compliqué. Et d'ailleurs, il y a mais disons, les libertés qui sont en Amérique, qui ne sont pas, par exemple, en France ou bien en Europe, on peut dire. Mais il y a aussi d'autres qui sont musulmans, qui sont nés en Amérique, qui savent rien. C'est culturel pour eux, l'islam. J'ai trouvé aussi ça dans les pays musulmans. J'ai trouvé ça en Arabie Saoudite, j'ai trouvé ça aussi au Qatar. Il y a des enfants qui sont là, qui sont nés là, qui sont musulmans. Et vraiment, l'islam pour eux, c'est culturel. Tu vois? Et il y a d'autres qui sont là, mashallah tabaraka, donc puisqu'il y a plein de ressources, il y a des mosquées, il y a des cercles de Coran dans les mosquées, c'est gratuit. Tu peux avoir quelqu'un privé qui peut venir à la maison chez toi pour enseigner tes enfants de plus. Donc, il y a beaucoup d'options.
Et ça aussi, ça aide. Mais c'est pas vraiment l'environnement, je pense, puisque comme je te dis, il y a l'environnement islamique, mais il y a des enfants qui sont pas et des parents qui sont pas. En Amérique ou bien dans des pays occidentaux, là où les musulmans sont minoritaires, mais avec leur contexte, avec l'environnement qu'ils ont pu bâtir autour d'eux, machallah, ils sont bien basés, ils sont bien formés. Donc, c'est vraiment, mais c'est qui rend un peu la tâche maintenant plus difficile en Occident et surtout en Amérique. Si tes enfants sont dans des écoles publiques, par exemple, là, le système, tu vois, c'est un système qui est fait par, tu vois, l'État. Comme tu dis, si l'État il est libéral, donc c'est un système libéral. Si c'est un État conservateur, c'est conservateur. Mais il y a toujours l'option, si tu veux pas, tu les fais sortir de leur école. Tu as le choix. Moi, il y a même le homeschooling. Il y a le homeschooling aussi. Il y a le homeschooling, effectivement, qui est accepté et pas mal de personnes font ça. Et moi, j'avais visité Dallas quelques fois et j'ai vu que là-bas, ils ont, je sais pas, ils doivent avoir 7, 8, 9, je sais pas combien, mais ils ont beaucoup d'écoles musulmanes. Pour une seule ville. Hein. Bien fort. Pour une seule ville, ils en ont beaucoup, beaucoup. Et il doit y avoir des dizaines de milliers d'étudiants, d'élèves. Donc ça, c'est vraiment top. Maintenant, Texas, c'est le cœur de l'islam en Amérique, on peut dire. Ouais, c'est ça. Puisqu'il y a les Latinos aussi, les Latinos aussi qui machallah, qui rentrent dans l'islam, et avec force, machallah. Donc, on peut dire qu'à Texas, vraiment, si tu regardes Dallas, avec les chefs qui sont là-bas, les centres qui sont là-bas, comme tu dis, Bayina, avec Yaqin, il y a plein de centres, il y a Qalam. On peut dire que vraiment, c'est vraiment le cœur qui bat maintenant de l'islam en Amérique, on peut dire. Il y a New York aussi, il y a Chicago, il y a même Atlanta, Michigan, mais Texas, c'est bien renommé maintenant et bien reconnu. Non, c'est sûr. Et on va revenir un peu sur comment est-ce que toi, tu gères ça avec les élèves dans le campus. C'est super intéressant, mais avant ça, du coup, donc, pour rappeler, tu étais aux États-Unis, tu as eu une opportunité pour revenir, donc tu es venu en Arabie Saoudite, tu es revenu en Arabie Saoudite, c'est ça? Pour enseigner l'anglais? L'anglais. Ok. Tu es resté quelques années ici? 4 ans. J'ai fait une année à Ha'el, un peu dans le désert du nord de l'Arabie Saoudite. Vraiment conservateur, mais des gens renommés pour leur hospitalité. Mashallah, les gens de Ha'el. Et après, j'ai fait Médina 2 ans, de 2012 jusqu'à 2014. Là aussi, alhamdulillah, que j'ai eu l'occasion de faire Médina, de travailler dans la ville là où j'étais né, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était vraiment une période spéciale, puisque là, des fois, non seulement je travaillais, mais aussi il y avait un temps pour moi pour aller à la grande mosquée, par exemple, pour faire des durus. Ah oui. Là, c'était quelque chose de spécial. Au Shoyour, etc. Au Shoyour, qui sont là-bas, alhamdulillah. Et après, j'ai fait la dernière année, c'était à Al-Baha. Ça, c'était dans les montagnes, un peu au sud de l'Arabie Saoudite. Donc, j'ai fait 3 régions différentes. Ouais, exactement. Aussi, vraiment, une région vraiment belle, vraiment froide aussi, tu sais. Je n'imaginais pas. Je voulais visiter parce que certains ne savent pas, j'en ai parlé. Al-Baha, Abha, tout ça, c'est froid. Maintenant, j'habite à Riyad, en Arabie Saoudite, et c'est vrai que je regarde un peu les villes à visiter. Al-Baha, oui, là, c'est pas là, il fait froid là, en ce moment-là. En été, je crois que c'est un peu mieux, c'est un peu plus frais là-bas. Faut profiter en été, je crois. Ouais, alhamdulillah. Il y a pas tellement de zones et de cultures, même en Arabie Saoudite, c'est très divers. Hein. Les c'est divers. Régions, je me suis rendu compte que chaque région a ses spécificités, c'est incroyable comme ouais, c'est ça, exactement, alhamdulillah. Et donc Al-Baha 2 ans, dans les montagnes. Non, Medina 2 ans et Al-Baha 1 année. Donc une année à Ha'el, 2 ans à Medina, 1 année à Al-Baha. Donc 4 ans. Et après, j'ai commencé à penser, donc j'avais déjà fait ma licence, le bachelor's degree en Amérique. J'ai travaillé, j'avais l'expérience de 7 ou 8 ans de travail à Washington, en Arabie Saoudite. Après, je me suis dit, j'aimerais faire des études supérieures. Donc, j'ai postulé à quelques universités un peu partout, tu vois. Et j'ai été accepté ici à Doha, Hamad bin Khalifa, la faculté la faculté des études islamiques à Hamad bin Khalifa University. Et ouais, ils m'ont donné une bourse, j'ai dit pourquoi pas, j'ai pris ça et je suis venu, et machallah, depuis que je suis là à Qatar. C'est dans Education City ou à l'extérieur? Education City, c'est dans le même bâtiment que la mosquée d'Education City. D'accord, à l'intérieur. Education City, est-ce que je peux décrire pour ceux qui ne connaissent pas? C'est vraiment, disons, c'est une ville spéciale. Qu'est-ce que je dis? C'est que, tu sais, Disney World, ou bien Euro Disney, si tu veux dire, c'est une cité c'est une cité pareille, mais pour l'éducation. Tu vois? Et donc, c'est le Disney World d'éducation. Vraiment, c'est une ville de 12 km². Avec, dans la capitale?
ouais, c'est un méga campus, tu peux dire. Il y a 8 universités qui sont là-bas. Il y a même il y a HEC Paris, donc une université française. Il y a 6 universités américaines, Texas A&M, Northwestern, Georgetown, Carnegie Mellon, Virginia Commonwealth University et Weill Cornell pour les études médicales pour les médecins. Oui, après Hamad bin Khalifa University. Donc, c'est les 8 universités qui sont là-bas. Et ouais, alhamdulillah. Après, il y a d'autres écoles, il y a des centres de recherche nationales. C'est vraiment, c'est un méga campus, comme je te dis. Mais ouais, c'est ça, tout ça, c'est géré par Qatar Foundation. C'est la fondation Qatar pour l'éducation, les recherches et le développement de la communauté. Donc, construire ou bâtir une communauté avec plein d'activités, divertissements et tout ça. Donc, ouais, la mosquée Minaratain, c'est vraiment, comme on avait dit, c'est une architecture magnifique, une mosquée moderne. Il y a des gens qui pensent même que c'est un stade, puisque c'est pas à la traditionnelle. Pas du tout, elle est vraiment belle. La sonorisation à l'intérieur, c'est incroyable. Ouais. Donc, c'est ça, c'est une université, une mosquée, deux centres dans un, ressemblés dans un bâtiment. Et c'est là-bas qu'il y avait Hamad bin Khalifa Université. Et j'ai fait le master's en la politique publique islamique. Et j'ai fini ça et j'ai commencé à travailler avec la mosquée. J'ai commencé à travailler avec la mosquée pour faire des activités, des engagements avec la communauté. Et parmi ça, c'était des programmes pour les jeunes, des programmes islamiques pour les jeunes. Et puisqu'on a beaucoup d'expatriés ici à Doha. Oh, tu étais étudiant? Non. Après, quand j'ai fini mon master. Mais, ouais, puisque quand j'étais étudiant, puisque j'étais dans le bâtiment, j'étais aussi volontaire. Je faisais beaucoup de volontariat, bénévolat pour la mosquée, surtout pendant le mois de Ramadan. J'ai commencé à travailler avec eux officiellement. Et quand j'ai fini mes études, alhamdulillah, et j'étais responsable pour les engagements et les événements de la communauté. Donc, les iftars, ça, c'est pendant le mois de Ramadan, les programmes des jeunes, et les enfants, les programmes de week-end, par exemple, les visites. Il y avait beaucoup de délégations qui venaient, par exemple, à Qatar Foundation. Donc, ils s'intéressaient à l'architecture islamique. Donc, j'expliquais, je faisais un guide pour ça. Bien sûr, tu sais, pendant la Coupe du Monde, c'était la période la plus dure pour nous, mais la plus belle aussi, puisqu'on était vraiment occupés, non seulement pour le mois de la Coupe, mais les 4 mois avant ça, tu sais. Préparation. Parce qu'à Education City, il y avait des choses qui se passaient pendant la Coupe du Monde? Oui, il y avait aussi le stade d'Education City, donc c'était aussi un centre. Il y avait un stade? Oui, il y avait un stade. Ah ouais, incroyable. Ah ouais, d'accord. Ok. Et donc, tu as commencé avec eux dans cette partie-là, d'accompagner les enfants, etc. Et plus récemment, tu as changé de poste, c'est ça? J'ai changé de poste et maintenant, il y a un bureau qui est un peu plus spécifique pour juste les universités. Pour les activités de wellness, disons le bien-être. Bien-être. Et la spiritual life, donc la vie spirituelle. Donc, ça veut dire que l'étudiant, c'est pas juste ta vie académique, c'est pas juste les devoirs et les recherches et les thèses ou bien tout ça. Et aussi, il y a le côté spirituel. Tu es une personne. Il y a la pression, il y a la joie, mais il y a aussi, donc il y a les hauts, il y a les bas. Donc, comment est-ce que tu peux gérer quand tu es élève dans la vie universitaire? Et si tu as besoin de support, on est là pour supporter les étudiants, c'est ça. D'accord, c'est vachement intéressant. Et donc, les élèves qui sont... c'est pour ceux qui sont intéressés, j'imagine, pas pour tout le monde. Ouais, c'est pour ceux qui sont intéressés. C'est comme le tutorat, ce genre de choses, ceux qui veulent avoir un soutien spirituel, avoir un groupe peut-être. Oui, tu peux avoir un groupe ou bien tu peux avoir un one-on-one, donc privé avec la personne, juste l'étudiant, puisque chacun a ses questions, ses propres questions qui sont... Justement, là je pense que le campus d'Education City, je pense qu'il y a beaucoup d'étrangers par rapport aux Qataris. Beaucoup. C'est pas juste les autochtones, c'est pas juste les Qataris. On peut dire que peut-être il y a plus de... En tout cas, je connais quand j'étais à Hamad bin Khalifa comme étudiant, il y avait plus de 80 nationalités. Ah oui. Ouais. Et il y a même... donc ça, c'est juste une université, mais si tu prends en grosso modo la ville entière, on peut dire que c'est les Nations Unies, tu vois, puisque c'est les staffs, les gens qui travaillent, les professeurs, les enseignants, les élèves qui viennent un peu de partout. Ouais. Et c'est pour ça que je t'avais dit, c'est l'anglais qui est vraiment la langue qui nous ressemble. Tout le monde parle anglais, quoi. Après, arabe, c'est pas tout le monde, mais beaucoup de personnes. Ouais. Et après, d'autres langues.
Mais voilà, donc là, tu as des groupes de personnes d'identité très variés, avec des parcours variés, des gens qui viennent d'Amérique, des gens qui viennent d'Europe, d'Afrique, d'Asie. Donc, ils n'ont pas la même éducation, une éducation très traditionnelle, d'autres qui vont être beaucoup plus critiques, etc. Comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que c'est une difficulté? Pas du tout, alhamdulillah. Tu sais, peut-être mon parcours dans ma vie qui m'a déjà aidé, que je suis africain, arabe, puisque j'ai vécu, je suis né dans un pays arabe, américain, donc je fais ce mélange. Ouais, Alhamdulillah, que je peux faire un rapport, bâtir un rapport ouais, avec n'importe quelle personne, c'est la première chose. Alhamdulillah, avec les langues aussi que j'ai, alhamdulillah, que je me débrouille pas mal avec, ça aussi, ça me permet de faire une connexion pas mal avec plusieurs personnes. Tu sais, quand tu parles la langue d'une personne, ça le ça rassure. directement, ça l'assure, Très bien. ouais, ça les met leur remettre à l'aise, ok? Ouais, Et après, il y a aussi, puisque j'étais étudiant moi-même à Education City, je vivais sur le campus, donc je connais déjà, comme des points de référence, je connais déjà leur parcours aussi. Si c'est quelque chose qui s'arrive dans le dortoir, mais c'est quelque chose ouais, qui arrive c'est à en... quoi ça ressemble. Ouais, je sais c'est que ça ressemble. Mais plus important que tout ça, c'est vraiment l'être humain, c'est un être humain. Il faut, tu vois, ça, le corps corporel, c'est notre dimension physique. L'être humain, c'est pas juste ça. Vraiment, les émotions, le découragement, l'encouragement, la haine, l'amour, tout ça, c'est plutôt spirituel. Et dans notre foi, l'islam, on connaît que c'est l'esprit qui a été soufflé dans le corps. C'est ça Ouais, vraiment le moteur. Donc, à la base, comme être humain, on est tous des êtres spirituels avant qu'on soit, ou bien qu'on ait des êtres physiques. Donc, oui, ça veut dire qu'on a tous des jours qui sont bien. Là, on est content et tout va bien pour nous et on se sent intouchable. Tu vois, on est en force. Et il y a d'autres ouais, jours que, en effet, on a besoin de support, on a besoin que quelqu'un nous écoute, on a besoin de souffler un peu. Donc, c'est ça. Moi, j'essaie de juste toujours être là-bas, j'écoute sans jugement et j'essaie ouais, aussi d'être, tu sais, puisque un guide spirituel, ça veut pas dire que tu as toutes les réponses, d'ailleurs. bien sûr. Puis que euh, mais qu'est-ce que tu peux faire, c'est écouter la personne et tu marches avec la personne, disons, comme un compagnon pour dire, écoute, dans ce parcours-là, si tu veux, tu vas pas être seul, je suis avec toi. Et Ouais, ensemble, on est plus fort et ensemble, on peut trouver peut-être la réponse. Et c'est ouais, ça. Et c'est ça. C'est tout ce que j'essaie de faire. Et Inch'Allah, on va essayer de faire plus de support. Il y a plus d'activités puisque vraiment, j'ai commencé mon rôle et c'est un rôle tout neuf il y a 4 ou 5 mois. Et maintenant, on est déjà dans le second semestre de cette année scolaire. ouais, Mais avant la fin de l'année, j'ai fait un voyage à la Mecque et la Médine avec des étudiants qui n'avaient jamais fait, des étudiants musulmans, mais qui n'avaient jamais eu l'occasion de faire Umrah, donc le petit pèlerinage. Et on a fait ça, et vraiment, j'ai vu, tu sais, j'ai vu la transformation. Alhamdulillah. Donc, on a besoin de plus de ça, mais eux, ces gens-là, ces étudiants qui ont fait ce voyage, eux, ils peuvent être nos alliés dans le campus, puisque là, ils peuvent aider les ambassadeurs. ouais, des ambassadeurs, aider des amis ou bien des collègues dans leur classe, Ouais, des ouais, camarades. ouais. Et d'après ton expérience, même avant, pas forcément que dans les 5 derniers mois, quels sont les besoins au niveau spirituel, les questionnements qui reviennent le plus? Ah ouais. Tu sais, moi aussi, j'ai 5 enfants, alhamdulillah, donc je suis là et il y a plein d'expats qui sont là et c'est pas juste pour le salaire, c'est pas juste pour le bon travail, machallah, et leur expérience qu'ils apportent dans le pays, mais vraiment, disons, la plusieurs partie de ces expats, surtout s'ils sont musulmans, ils sont venus ici chercher un environnement islamique pour leurs enfants. Tu vois? Et donc, mais on est nombreux comme expats. On est plus que les autochtones. Donc, je pense que il y a plus comment dirais-je, de demande, you know? De demande, oui. Ouais, que de supply. Donc, puisque la plupart des programmes qui arrivent dans les mosquées ou bien dans le pays, si c'est islamique, c'est plutôt en arabe. Donc, on a besoin de plus de programmes islamiques, disons, en anglais. Et on commence, peut-être que tu as déjà aperçu que il y a, par exemple, Cheikh Omar Suleiman, il y a Mufti Menk Bien qui est sûr. venu l'année dernière, il y a
Dr. Haifa Younis, il y a plein il y a Yasser Qadi, il y a plein de chouyours, ouais, qui passent par Doha maintenant et qui font de ces discours. Et donc, ça veut dire que Ça attire du monde. Ça attire du monde et ça veut dire que c'est un terrain, comment dire, fertile. Fertile. Ouais, fertile, ouais, c'est ça. Pour vraiment avoir plus de programmes islamiques et il y a les gens qui ont soif, qui ont vraiment besoin de ça. Et donc, ouais, Minaratain, c'est une mosquée, mais ça peut pas être la seule. Ça peut pas être la seule. Il y a Fanar aussi qui est là, mais ça peut pas être deux centres dans un pays avec beaucoup d'expats qui sont musulmans, qui sont là juste pour ces programmes, tu vois. Non, et les écoles, il y a des écoles qui le font, des cours, disons, d'histoire de Qatar et un peu de cours de langue arabe et un peu de cours d'études islamiques, mais je pense que c'est pas assez, c'est pas suffisant. Ouais, c'est pas suffisant. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je pense qu'on aura besoin plus de. Donc, par exemple, quand moi je fais des programmes, disons quand j'étais à la mosquée, même maintenant quand j'ai un programme et j'annonce ce programme, même avant, si je le mets sur Instagram comme post, même avant, après 1 heure, c'est déjà rempli. Et après, il y a des gens qui me font dans le commentaire, mais pourquoi c'est déjà rempli? J'ai même pas pu enregistrer mon enfant. Mais on n'a pas assez de place, tu vois. Ouais, donc, et ça, c'est tous les événements ou c'est plutôt les événements des personnes étrangères d'Amérique, tout ça qui viennent quand ils viennent? Non, c'est tout événement islamique pour les enfants, je pense. Pour les enfants. D'accord. Ça remplit vraiment vite. Donc, ce que je veux dire, c'est les jeunes, même les étudiants. Ouais, c'est ça, les jeunes, les étudiants. Donc, cette année-ci, par exemple, moi, avec le nouveau travail, le nouveau job, Inch'Allah, on a un plan d'essayer d'organiser une conférence nationale pour les jeunes, mais une conférence islamique, disons, une conférence qui a comme thème quels sont les problèmes pour les jeunes, ou bien qui intéressent les jeunes, contemporains, modernes, mais d'essayer de trouver des réponses pour ces problèmes, disons, de la perspective islamique. Et le débat, le discours, c'est pas nous, les grands, qui vont le faire, ou bien ceux qui sont agiles, les parents, mais plutôt les jeunes. Mais ils ont besoin de ce plateforme, de ce forum. Donc, Inch'Allah, on va essayer d'organiser ça, Inch'Allah, entre septembre, octobre, Inch'Allah. Excellent, ça. Ouais, et c'est pas juste pour Education City, mais pour les universités, les autres universités qui sont ici aussi à Qatar. Pour les jeunes, en tout cas, pour avoir quelque chose. Et si ça passe bien, Inch'Allah, on va essayer de répéter que ça soit annuel. L'idée serait d'avoir une sorte de salon ou de grande conférence où il y a plusieurs intervenants. Et ça serait sur les sujets, tu disais, donc les problématiques qui touchent les jeunes au niveau de la religion, c'est ça? Non seulement, ouais, au niveau de la religion, mais aussi les problématiques contemporaines, modernes, comme l'intelligence artificielle et les jeux et tout ça, les réseaux sociaux. Quelles sont les réponses pour ces jeunes-là basées dans l'islam? Des réponses qui peuvent les aider, Inch'Allah. C'est ça l'idée. Mais on a besoin d'avoir les jeunes dans ce discours. On ne peut pas avoir un discours pour les jeunes sans les jeunes. Tu vois ce que je veux dire? Ça doit être both ways, deux directions. Oui, exactement. Et qu'eux, ils soient participants actifs dans ce forum, dans ce salon de discours. Ouais, parce que tu sais, Machallah, à Doha, tu sais, il y a plein de sommets, il y a plein de conférences. Surtout, tu viens ainsi quand le climat il est beau comme de novembre jusqu'à le mois de mars, avril. Il y a plein d'événements. On a même eu GMW, tu sais, on s'est rencontrés là-bas à GMW en novembre. Il y a Wish, il y a Wise, tout ça, c'est des grands événements qui arrivent à Doha, qui attirent des gens partout dans le monde. Mais on n'a pas quelque chose de pareil pour les jeunes au niveau problématique, comme tu dis, pour les jeunes et de la perspective islamique. Oui, d'accord. C'est excellent, c'est excellent. Et pour faire ces initiatives-là, donc toi, tu peux décider un peu ce que tu veux ou tu as un framework? Oui, là, on a un comité déjà qu'on a rassemblé, un comité de plusieurs personnages dans Qatar Foundation. Il y a aussi des jeunes qui sont qui font parmi vous avez sont un membres budget, de ce comité. Tout ça, et après vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Oui, Inch'Allah. Ouais, comme je te dis, ça va être, Inch'Allah, une conférence, en tout cas au plan national pour le moment. Inch'Allah, peut-être dans le futur, d'autres éditions, on pourra avoir des gens qui peuvent assister aussi, des jeunes qui peuvent venir d'autres pays. Mais pour le moment, c'est juste pour le plan national, ici au Qatar. Les jeunes qui sont là dans toutes ces universités, on a déjà 8 universités à Education City, mais il y a Qatar University qui est là, il y a Lusail University, il y a
il y a Ulster, il y a Aberdeen, il y a même une université malaisienne qui vient d'ouvrir. Donc, il y a pas mal d'universités ici à Doha, à Ouais. Qatar. Mais qu'est-ce qui va nous rassembler et qu'est-ce qui va rassembler ces jeunes pour qu'on essaie de trouver des solutions vraiment qui sont des solutions qui sont aussi pas contradictoires avec les valeurs de cette société, là on vit, tu vois. Ouais, Ouais. Donc, bien c'est ça. sûr. Il y a une question sûrement que les auditeurs sont intéressés de savoir, c'est comment faire pour venir au Qatar? Quelles sont Ouais. quelle est la demande dans le pays? Est-ce que c'est compliqué? Tout ça. Ouais, ben, Question Inch'Allah, classique. tu sais, hier, c'était vendredi, disons même pas juste hier, mais chaque prière de vendredi, quand je prie à Education City, je connais déjà la communauté qui sont là, puisque c'est la mosquée là où j'étais quand j'étais étudiant pendant 3 ans presque. Je priais là-bas tout vendredi. Mais même quand je travaillais là-bas, je prie presque toutes mes prières de vendredi, Jumu'ah là-bas. Donc, c'est un bon endroit pour se voir en communauté. Mais je peux toujours identifier ceux qui sont visiteurs, ceux qui sont pas locaux. Et la plupart du temps, quand je reconnais quelqu'un qui n'est pas d'ici, puisque tu sais, on prend des photos et tout ça, ils sont habillés un peu différemment, ou bien tu entends la langue, je leur demande, vous êtes là en visite, vous êtes touriste, ou bien est-ce que vous êtes nouveau? Puisqu'il y a des gens qui sont nouveaux, qui viennent pour Ouais. travailler et ils viennent avec leur famille, donc c'est leur premier mois, leur première semaine. Ils disent non, on est là en visite, on s'intéresse à voir qu'est-ce qui Doha peut nous offrir, Qatar peut nous offrir, puisqu'on a beaucoup entendu parler et on veut euh, venir ici et s'installer. Après, ils me demandent, ah, toi, t'es là depuis 10 ans, t'es là depuis 8 ans. Dis-nous comment est-ce que tu vois le pays. Donc, vraiment, je constate, il y a vraiment une grande demande et pour des gens qui sont en Occident, surtout les musulmans qui sont ailleurs, qui veulent s'installer, venir ici avec leur famille. Et Ouais. ma réponse est toujours la même. La première chose, c'est l'apéritif. Viens visiter. Ne prends pas toute ta famille, ne déménage pas, tu ne vends pas ta maison et tout, tes mobiliers. Et tu viens sans avoir visité d'abord. Premièrement, tu visites comme visiteur et Mhm. tu commences à parler aux gens et tu commences à faire un peu de recherche là quand tu es dans le pays pour savoir vraiment qu'est-ce qui est là pour toi, puisque ça dépend de ton domaine professionnel aussi. Ouais. Et la seconde des choses, Surtout s'il y a des salons. Surtout s'il y a des salons dans ton domaine, dans la ouais, tech, exactement, dans d'autres exactement, domaines. C'est d'aller exactement. plutôt à ces salons-là. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, c'est la première des choses. Et si, je pense maintenant, si c'est pas trouver un job directement, pourquoi ne pas venir comme investisseur? Pourquoi ne pas venir comme tu viens pour créer des jobs, pour créer un travail? Mais il faut que tu aies une idée, tu vois. Mais la première des choses, c'est de venir voir, je pense. Se Mais frapper aux vraiment, yeux, de voir la vie, à quoi ça ressemble. exactement. Éviter l'été, peut-être. Ouais, l'été, nous tous, on essaie d'éviter, mais même ça, il y a plein d'activités qui sont organisées dans le pays, mais tous à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. Mais vraiment, alhamdoulilah, écoute, pour qualité de vie, moi, depuis que je suis là en 2015, maintenant, en août 2025, ça va être exactement 10 ans. Alhamdulillah, tu sais, je me sens à l'aise, je suis bien avec ma famille, j'ai eu beaucoup d'amis un peu de partout du monde, tu vois. L'expérience, ça a beaucoup augmenté pour moi. Quand tu Mhm. rencontres des gens des cultures différentes et des pays différents, et la paix qui est là, disons, tu sais, c'est aussi quand on suit les journaux et tout ce qui se passe autour de nous, dans la région du Moyen-Orient, la paix qui est là, alhamdulillah, qu'Allah protège le pays et que la paix existe toujours. Donc, c'est vraiment, ça dépend de la personne, qu'est-ce qu'ils sont en train de vraiment de chercher. Mais si tu veux pas d'embouteillage, puisqu'il n'y a pas plein d'embouteillages ici, alhamdulillah, pas mal de voitures, mais il n'y a pas d'embouteillage, puisque les autoroutes sont vraiment grandes. Les mosquées qui sont un peu partout. Là, je suis dans mon quartier, il y a une mosquée ici, il y a une mosquée derrière moi, il y a 4 mosquées autour de moi. Là, je peux choisir où prier. Alhamdulillah, ça, c'est les avantages. Comme toujours, il y a toujours des choses euh, une place qui est parfaite, tu vois, qui est complète. Ouais. Comme on a dit, l'été, c'est vraiment chaud pendant l'été. Donc, si on est là en vacances, on essaie d'être à l'intérieur ou bien on essaie de voyager un peu, aller un peu quelque part d'autre, là où c'est un peu différent le climat. Je peux dire que aussi, le coût de vie, c'est cher. Disons, donc il faut vraiment avoir un bon salaire. Je peux dire surtout si tu es en famille. Si tu es seul, peut-être
c'est OK. Mais si Ouais. tu es en famille, puisque là, il faut L'éducation, c'est considérer très cher. l'éducation, les écoles qui sont privées, ouais. Et après, le logement aussi. Tu as besoin d'une place avec plusieurs chambres pour ta famille. Donc, ces choses-là, ça, voilà, le coût de vie, c'est cher. Mais à part ça, il faut toujours, tu sais, comment faire cette balance, pros et cons, l'avantage et mésavantages, on dit. Les avantages et les inconvénients. Ouais, les inconvénients. Et c'est ça. Mais il y a quelque chose pour tout le monde. Ça dépend de toi. Si tu t'intéresses en art, il y a l'art, il y a les musées, il y a plein de choses Ouais. qui sont là, que tu peux visiter gratuit. Alhamdulillah, Puis tu sais, c'est une péninsule, ça la n'engage pas à long plage. terme, hein. On peut tester 1 an, 2 ans, et Ouais, puis ouais, ouais. repartir si voilà, c'est toujours une très belle expérience. Exactement, exactement, exactement. Et je connais, il y a des gens qui ont quitté cette année-ci, puisque il y a surtout des amis qui sont diplomates. Tu sais, les diplomates, ils sont là peut-être maximum 5 ans si leur poste. Et quand ils quittent, ils ont toujours, comment dirais-je en anglais, L'amertume. le withdrawal syndrome. Donc, Ouais, ouais, euh, ouais, ça compliqué. leur manque beaucoup, puisque vraiment, c'est différent ici. Tu sais, comme je te dis, tu quittes là, t'es pas habitué à voir l'embouteillage. Après, tu vas dans un pays avec Atlanta, par exemple, chez nous, à Washington, D.C., l'embouteillage, là, tu es dans l'embouteillage de 3 heures de temps, peut-être 2 heures de temps, juste pour arriver chez toi à la maison. Donc, c'est un grand changement, c'est un choc, tu vois, au système. Ouais, Ouais, c'est ouais, un bien choc au sûr. système. Moi, quand je vois le Qatar, moi, j'ai pu visiter un petit peu les différents pays autour et j'ai pu comparer un petit peu, même si j'ai pas vécu au Qatar. Le Qatar, c'est l'un des, peut-être si ce n'est le pays avec les Émirats qui sont les plus, vraiment, en termes d'infrastructure, qui sont les plus développés. Même en termes d'éducation, le Qatar, je pense, Mashallah, d'Education tabarakallah. City, je pense qu'il n'y a pas d'autres, j'ai pas vu d'autres endroits comme Education City pour Pas du tout l'éducation. pareil, non. Mashallah, Ouais. tabarakallah. Même l'aéroport, tu sais, Et moi, je ressens ça dès que je descends l'aéroport. à l'aéroport à Hamad, tu sais que tu es dans un environnement, tu es arrivé quelque part complètement différent, là. Tu vois? Mashallah, Ouais. tabarakallah. Il y avait une personne là, qui m'a visité pendant la Coupe du Monde, je sais pas, ou bien même après la Coupe du Monde, qui a dit, tu sais, j'ai voyagé un peu partout, mais j'ai jamais vu des toilettes qui sont dans un aéroport qui sont si propres. Je pouvais même dormir là-bas, tu sais, il me dit. C'était tellement propre. Le sol, il n'y avait pas de goutte d'eau partout par le sol. J'ai dit, Rien du tout. subhanallah. Ouais. Mais ouais, la propriété, c'est les autoroutes, machallah, l'infrastructure, même si on a besoin de services gouvernementaux, on fait tout ça sur notre téléphone. Alhamdulillah, les hôpitaux qui sont, alhamdulillah, vraiment, comme je te dis, si tu t'habitues à ce qui est là, tu vas trouver que c'est top, alhamdulillah, qu'ils ont bien fait pour leur population, et nous aussi, on en profite de le système qui est là, qui est bon pour tout le monde, alhamdulillah. Ouais. Mais comme je disais, par exemple, le climat, il y a des choses que tu peux pas choisir. Donc, par exemple, si tu aimes faire le hiking et tout ça, il n'y a pas de montagne, tu vois? Ouais, tu as la forêt, tu veux la pluie et tout ça. Mais ça, c'est Ouais. quelque chose qu'ils n'ont pas choisi, c'est géographique, tu Faut vois? voyager un peu Ouais, il faut sur le voyager un pays. peu. Mais là, tu es proche de vraiment tous les pays qui sont pas trop loin de chez toi. Si tu prends le vol, par exemple, Oman, Turquie, Éthiopie, Zanzibar, tout ça, c'est vraiment, même Malaisie, par exemple, 7 heures de temps était en Malaisie. Donc, je trouve que c'est un ensemble, c'est un centre qui est, C'est bien, bien. c'est au Ouais. milieu, ouais, là où tout est proche. Là où tout est Ouais. proche en voyage. Alhamdulillah. Après, si je devais comparer à des villes un peu similaires en Europe, je pense que ça se rapproche beaucoup de la Suisse. J'ai l'impression, Ouais, le Qatar. ouais, ouais, on peut le dire. À la Suisse, Un peu calme comme la Suisse. Il n'y a pas beaucoup d'embouteillages, etc. c'est ça, ouais. La vie est chère, tout est assez bien développé, si ce n'est plus le Qatar, mais ça ressemble un peu à la Suisse. Non, t'as raison, t'as raison. C'est pas non plus, tu vois, il y a des pays autour Mais c'est plus actif, aussi puisque dynamiques. il y a des Ouais, endroits en Suisse, je me rappelle, il y a des endroits en Suisse là où vraiment, après le coucher de soleil, ça ferme, tu vois. ouais, ouais. Mais là, vraiment, la nuit aussi, machallah, c'est vraiment actif. Donc la journée, Actif, c'est ça actif, reste, la ouais. nuit aussi, c'est vraiment Ouais, actif. ouais. Mais c'est un très bel machin là. Mais si je peux ajouter, puisque je voulais te dire, moi, comme je t'avais dit, Education City, si je compare, je donne Disney World of Education. Si on peut comparer Doha ou bien même Qatar comme endroit, je dis que c'est vraiment peut-être l'Andalousie de notre temps, puisque vraiment, en tout cas, tu peux être, c'est avancé en tout ce qui est matériel et, tu sais, technologie et tout ce qu'on a besoin pour avoir une vie confortable, mais aussi pour l'islam. Vraiment, je pense ils mettent là-dessus beaucoup d'efforts. Dans l'éducation, Ouais, c'est beaucoup d'efforts. L'islam aussi, machallah, beaucoup d'efforts. Et on a même vu ça pendant la Coupe du Monde. Je dis toujours,
que la Coupe du Monde, c'était pas juste un phénomène sportif, un événement sportif, mais c'était aussi un événement religieux, puisque là, vraiment, ils ont démontré leurs valeurs et leur religion et ce qui est important pour leur société. Et je pense que tout le monde a aperçu ceux qui sont venus ici et ils étaient là, et même ceux qui étaient aussi juste en train de suivre sur les écrans. Je pense qu'ils ils ont vu que c'était vraiment un pays qui est fier de son héritage, sa religion, que c'est important pour eux. Et on a vu ça avec l'ouverture de la cérémonie d'ouverture. Tu vois, il y avait des versets du Coran, il y avait, alhamdulillah, donc ils se sont pas cachés. Ils n'ont pas dit que non, on va pas démontrer. C'est sûr, on a pu voir ça. Hein. Ouais, donc alhamdulillah, la prochaine coupe, ça va être différent. Mais je pense que pour ceux qui ont pu assister, c'était peut-être l'une des plus belles événements sportifs mondiaux. Hein. Ouais, non, mais il y a eu beaucoup d'échos positifs par rapport à cet événement. Ouais. Et je pense que voilà, le Qatar a fait une très belle opération, très bien. Voilà, a réussi son pari, on va dire. Ouais, alhamdulillah. On arrive à la fin de l'interview, Souleymane. J'ai quelques questions de la fin que je vais te poser. C'est rapide. Donc, quelle est la compétence ou quelles sont les compétences qui te sont pour toi le plus utiles au quotidien? Dans mon domaine professionnel ou bien juste en général ou même professionnel voilà. Les compétences, je pense s'adapter, être adaptable, tu vois. Parce que là, comme je te dis, on vit dans un monde qui est un petit village, ouais, avec il y a toutes les cultures, toutes les religions, tous les gens on peut pas assumer, on peut pas dire que tu vois une personne et de la manière dont il est habillé. Par exemple, hier, j'étais habillé en pakistanais. On peut pas juste dire, ah, donc c'est un pakistanais, après dire, non, tu assumes rien et tu commences à faire le discours comme le verset du Coran. C'est quoi? C'est pas assume en français, c'est prétend. Tu prétends pas que tu connais déjà. Voilà. Ouais, tu prétends pas que tu connais déjà. Ouais, t'as raison. En français, assume, ça veut dire prendre le rôle de quelque chose, ouais. C'est ça. Ouais, non. Tu assumes, on prétend pas qu'on connaît juste sur ce qu'on voit à la surface. Ouais. Il faut mener une enquête. Il faut aller un peu. Oui, un petit peu, écouter. Un peu. Et tout ça vient avec un rapport respectueux et un discours. Ouais. Et ça, c'est un verset dans le Coran que moi, j'aime utiliser toujours dans ma vie, l'activer, ce verset, dans Surat al-Hujurat. On vous a fait des tribus et des nations. Pourquoi? Pour que vous vous connaissez. Et comment est-ce qu'on peut se connaître? Ta'aruf, c'est par discuter, savoir comment est-ce qu'on peut en profiter, comment est-ce que tu peux m'enseigner quelque chose que je ne connais pas. On a fait un symposium, il y avait un salon tout récemment sur l'éducation. Qui est responsive culturellement. Ça veut dire une éducation qui prétend pas. Un enseignant ne peut pas rentrer dans la classe prétendre qu'il connaît tout et que ses élèves connaissent rien. Ouais. Tu connais quelque chose, eux aussi ils connaissent quelque chose et ensemble, vous pouvez faire quelque chose, avoir une connaissance plus grande. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc c'est ça. Donc moi j'essaie toujours, j'aime bien rencontrer les gens, je me présente. Et aussi, ce que je pense, ce qui est important aussi, c'est de l'adaptabilité, puisque j'ai vécu dans quelques pays, donc il faut être adaptable. Ouais. Mais le respect, c'est de notre religion. Je pense, si on prend quelque chose, c'est le respect qui est à la base de tout ça. Puisqu'on est tous êtres humains, on est tous du même esprit divin que le Créateur a insoufflé dans l'être humain avec notre Père Adam. Donc moi, c'est ça, je pense que ne pas prétendre, ne pas se voir supérieur. Ça, c'est l'une des plus graves fautes humaines, je pense, de se voir supérieur. Ouais. Et alhamdulillah, donc après, c'est les autres choses, on apprend. Chaque jour, j'apprends quelque chose que je ne connais pas. Tant justement, que tu vis, tu apprends. Ouais. Et justement, qu'est-ce que tu préfères dans ce que tu fais au quotidien? Non, alhamdulillah, je suis en Education City, donc c'est une ville d'éducation. Donc, chaque jour, on apprend quelque chose. Chaque jour, je rencontre des gens que je ne connais pas. Et vraiment, comme je te dis, il y a pas deux jours qui se répètent. Il n'y a pas deux jours qui se répètent. Donc, alhamdulillah, c'est soit tu rencontres une délégation officielle, par exemple, gouvernementale de chef d'État, première dame, vice-président, ou bien c'est des maternelles qui viennent visiter, des écoles qui viennent visiter. Donc, c'est le spectrum.
Et les nationalités, tu rencontres des élèves, des enseignants, des collègues qui sont un peu partout, des visiteurs, des touristes qui viennent. Donc, vraiment, chaque jour, tu apprends quelque chose, puisque même en répondant aux questions, par exemple, quelqu'un me pose une question sur l'islam, par exemple, même avec cette question-là, il faut que, si j'ai pas la réponse en ce moment-là, je dis, OK, il faut que je recherche. Donc, même avec cette question-là, je vais apprendre quelque chose de... Même si tu sais pas, tu vas apprendre derrière. Ouais, c'est trop bien. Ouais, tu fouilles, tu cherches, tu fais des recherches. Après, tu reviens avec les réponses. Tu dis, écoute, ça, je ne le savais pas, mais j'ai fait les recherches. Et maintenant, je suis plus sûr et je te donne la réponse. Et si je connais pas, je prends mon téléphone et j'ai beaucoup de contacts des gens qui connaissent, machallah, qui sont plus sages que moi, et je leur appelle. Ouais. Et alhamdoulilah, et même s'ils sont pas là, ils peuvent être en Malaisie, ils peuvent être en Arabie Saoudite. Ouais, et je dis, écoute, chef, j'ai eu une question là que j'avais jamais entendu parler, et c'est le contexte, et ils me donnent une réponse et j'essaie de passer ça aux élèves, par exemple. Mais ouais, c'est ça. Chaque jour, on essaie d'être un peu plus sage que le jour passé. Ouais, et on essaie d'être plus actif que le jour passé. On essaie d'aider une personne de plus. Ouais, on essaie d'aider une autre personne de plus. Ça, c'est que mes parents m'ont enseigné que si tu peux pas aider quelqu'un, au moins ne leur pas. Pas du tort. Ouais, trop bien. Est-ce que tu as des routines préférées là-bas? Moi, c'est des routines préférées. J'aime rentrer à la maison, voir mes enfants. Ça, j'aime bien. Donc, chaque jeudi, par exemple, les enfants, puisque les week-ends ici, c'est vendredi, samedi. Donc, avec mes enfants, là, on a des petites routines que j'aime faire. Et chaque jeudi, c'est movie night. Donc, ils choisissent un film qu'on peut suivre ensemble. Et on fait un camping dans le salon en bas. Donc, les chambres sont en haut, ici. Mais on a le salon en bas. Donc, on prend les coussins et tout ça, on descend en bas, on fait le camping. Et donc, et on regarde un film et on dort ensemble. Donc, ça, c'est... Vous endormez? Vous endormez dans le salon? C'est comme du camping, tu vois. Ouais, mais dans le salon. Et ouais, c'est ça. J'aime bien les hymnes nationaux de pays. Tu sais, quand j'étais jeune, j'ai appris les hymnes nationaux de pays juste avec les événements sportifs, tu sais, Coupe du Monde, les Jeux olympiques et tout ça. Donc, j'ai toujours trouvé les drapeaux de pays intéressants. Ouais. Et les hymnes nationaux intéressants, puisque c'est différent. Il n'y a pas histoire, deux hymnes nationaux qui sont... Il y a une histoire. Comment est-ce que ça a été écrit, les mots, et pourquoi ces mots, et même de l'hymne, tu sais, la chanson. Comment est-ce qu'ils ont choisi ça? Puisqu'il y a d'autres, il y a quelques chansons qui, vraiment, je sais pas, c'est comme... motivant, d'autres un peu motivant, plus il y a d'autres qui sont un peu tristes, exactement, ouais. Donc, je demande à mes enfants, des fois avant qu'ils se couchent, je dis, OK, quel hymne national tu veux écouter ce soir? Et je connais pas les mots, mais je connais l'hymne, tu sais? Et ils me disent, la Bosnie ou bien l'Italie. Après, je fais le son. Ouais, donc... Toi, tu connais je connais la musicalité. Je connais la musicalité, l'hymne, mais je connais pas les mots, mais je fais ça pour eux. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est pour apprendre à mes enfants qu'on vit dans un monde global. Il est différent. Il y a plein de gens, il y a plein de différentes cultures. Et c'est bien de savoir tout ça, puisque je pense que, c'est apprendre cette diversité qui existe dans le monde, ça nous fait apprécier, machallah, le Créateur, comment il nous a fait, qu'on est tous pas, on est êtres humains, mais on a tous quelque chose qu'on peut ajouter à la formule. Et c'est ce qui rend le monde beau. Est-ce que tu as une recommandation, soit de livres, de films, documentaires, qui t'a marqué récemment? Tu sais, livres, ça c'est intéressant. Puisque moi, l'un de mes livres préférés depuis que j'étais adolescent, c'est, of course, le livre sur Malcolm X. Mais parce que moi, j'aime bien les autobiographies ou bien les vies de personnages. Donc, tout récemment, j'ai commencé à lire le livre qui a été écrit sur Allah yarhamu Ahmed Didat, qui est impressionnant. C'est un homme impressionnant, que son âme repose en paix, pour ce qu'il a fait comme contribution pour l'islam, tu vois. Mashallah, tabarakallah, avec sa connaissance des religions diverses. Mais aussi, j'aime les films. S'il y a des films sur des personnages aussi réels, j'aime bien ça. Histoires vraies. Ouais, des histoires vraies. Puisqu'il faut... Pourquoi tous ces fantaisies quand on a des personnages vrais?
Et je trouve un peu triste qu'on a beaucoup de personnages islamiques, par exemple, beaucoup, qui sont toujours pas bien connus dans le monde islamique, surtout avec la nouvelle génération de jeunes, puisqu'il n'y a pas des films, puisqu'on vit dans on peut lire des livres et c'est bien, mais on vit pour être honnête, on vit dans un temps qui est visuel. Donc, si quelque chose n'est pas présenté dans un médium visuel, je pense que il y a les jeunes qui peut-être qui vont pas le savoir. Donc, je pense qu'on a besoin plus de nos histoires, de personnages réels, histoires islamiques en visuel, et des dessins animés pour les enfants aussi visuels, mais vraiment des films qui racontent, ou même des documentaires. Donc, moi, j'aime bien, par exemple, quand je fais des programmes avec les jeunes, des fois de couper, même si c'est 5 minutes, d'un clip vidéo qui est vraiment fort, avec un message fort, pour faire une analyse vidéo. Donc, je démontre le film, 5 minutes, on arrête, après on commence à discuter. Et là, la discussion peut être 1 heure, 2 heures, mais le clip, c'était juste 5 minutes. Tu vois, c'est vraiment fort, puisque là, on peut faire... imagine-toi si c'était toi dans cette position, imagine-toi qu'est-ce que tu allais faire si tu étais lui. Dans ce temps-là, est-ce qu'il y a quelque chose pareil? Donc, il y a plein de choses. Ça me donne un matériel pour faire vraiment une classe ou bien un engagement avec les jeunes. Et je pense que c'est quelque chose d'utile. Mais il y a plein de films. J'aime bien les 30 épisodes qu'ils font pendant le mois de Ramadan sur des personnages historiques. Par exemple, Omar. C'est la plus connue, ça, des fois, je regarde, je pleure toujours, tu vois, subhanallah. Et il y a aussi l'imam Ahmed ibn Hanbal. Donc, il y a plein de ces histoires que j'aime. Mais des fois, on n'a pas besoin de vraiment 30 épisodes, puisque, tu sais, c'est aussi... c'est trop long. Mais avec les matériels qui sont aujourd'hui aussi, Yaqeen, Bayina, j'aime bien les podcasts. Dans le matin, quand je dépose les enfants à l'école, j'écoute les séries sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le pèlerinage, sur plein de choses. Donc là, vraiment, je pense, alhamdulillah, qu'on vit dans dans cette période historique qui a plein de ressources et de matériel que peut-être nos grands-parents n'avaient pas. C'était en livre. Et si ce livre il est perdu, par exemple, toutes les connaissances, par exemple, c'est perdu pour une société. Mais là, machallah, on a plein de ressources. C'est vidéo, c'est audio, c'est des livres. Donc, alhamdulillah. Donc, pour le moment, j'ai pas un seul livre, mais j'encourage bien tu as mentionné quand même. Ouais, les podcasts qui sont là, ou bien la sira. J'ai entendu hier, j'ai parlé à un homme, un ami qui me dit qu'il y a Cheikh Yasser Qadi qui a fait le livre, puisqu'il avait déjà fait la série de podcasts sur la sira. La sira, mais maintenant c'est en livre. Oui, exactement. Donc, si c'est ça, c'est en livre. Donc, si c'est en livre, il faut que je l'achète, Inch'Allah. Mais c'est ça. Ok, super, Souleymane. Et enfin, une dernière question. Si un auditeur ou une auditrice a une question à te poser ou s'intéresser à ce que tu fais, a une question à t'envoyer, est-ce que c'est possible et comment? Oui, j'aimerais bien, puisque comme j'ai déjà dit quelque chose, donc j'ai déjà fait des appels d'ailleurs, d'appels action calls. Le premier appel, c'est que j'avais dit que, Inch'Allah, on estime faire et organiser la conférence pour les jeunes, Inch'Allah, disons fin d'année, ou bien, disons, le mois de septembre-octobre. Donc, s'il y a des personnages qui sont qui ont l'expérience d'organiser des conférences pareilles, par exemple, ou bien même un personnage qui sait qu'il a un bon rapport avec les jeunes, puisque les jeunes aujourd'hui, tu peux pas amener n'importe quelle personne devant eux, même si c'est vraiment un sage avec beaucoup de connaissances. Et je sais pas, les jeunes de ce temps-là, ils ont des gens préférés, et des fois c'est fixe. Ouais, bien sûr. Et s'intéresse pas à d'autres. Donc, tu amènes quelqu'un qui savent déjà ou que tu as leur attention. Tu amènes quelqu'un d'autre, même s'il est bien, je sais pas vraiment. Donc, j'aimerais bien avoir d'idées ou bien discuter avec des gens qui ont soit l'expérience d'avoir organisé des salons pareils dans d'autres pays, ou bien qui s'intéressent peut-être à voir si on peut faire quelque chose ensemble pour ce salon. Le second appel, c'est que l'appel que j'ai fait tout de suite là, s'il y a des gens qui sont des créatifs là-bas, qui veulent raconter des histoires réelles, des personnages islamiques, je pense qu'on a vraiment besoin de faire ça. J'avais déjà travaillé avec un jeune Américain qui est auteur de livres pour les enfants, Ilya Sendok. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. On avait fait des épisodes animés. Pas animés, mais on a fait des épisodes en dessin animé
de ces histoires islamiques pour les enfants. Ça, c'était pendant la période du Covid. Donc, je pense qu'on a besoin de ce type de matériel pour les jeunes, tu vois? Ouais. Et là, je travaille comme un guide spirituel pour les élèves des étudiants d'université à Education City. Si vous visitez Education City, mon bureau se trouve au centre du campus, le Student Center. Et là, j'aimerais bien rencontrer les gens juste pour faire des... N'hésitez pas les auditeurs et auditrices, si vous passez dans le coin, vous savez qui aller voir. Oui, Inch'Allah, et je peux leur raconter l'histoire de Education City, ou bien même la mosquée Minaratienne, puisque j'étais là-bas avant de commencer mon nouveau poste. Et s'ils veulent s'ils veulent t'envoyer toutes ces informations-là ou contacter, comment ils font? Je suis sur LinkedIn, Suleiman Timbouba. Sur LinkedIn. Je suis, mon email aussi, c'est mon premier, mon prénom et mon nom, Suleiman, SULEIMAN.BAH@gmail.com. Pour le moment, c'est ça. LinkedIn ou mon Gmail. Ok, écoute, je mettrai ça en description, Inch'Allah. Pour ceux qui sont intéressés, ils pourront directement me contacter soit sur LinkedIn, soit par email, Inch'Allah. En tout cas, Suleiman, c'était un plaisir, un grand plaisir de t'accueillir sur le podcast. Je pense justement, j'essaie d'apporter cette diversité. J'ai interviewé beaucoup de personnes qui sont déjà en France, mais j'essaie aussi d'apporter cette ouverture de francophones qui sont basés à l'étranger, cette expérience, pour justement que tout le monde puisse apprendre de ces expériences-là et que ça ouvre l'esprit un petit peu, parce que parfois, quand on est dans son univers, on oublie, on ne sait pas trop ce qui se passe. Tu as raison, c'est ça. Qu'Allah te facilite, qu'Allah te récompense pour ton partage. Amin, Barakallah fik. Merci aussi, je te dis, c'est ma première fois de faire un discours comme ça en français. Donc, je demande pardon déjà aux éditeurs s'il y a plein de fautes grammatiques. C'est très bien. Non, c'est même pas... Franchement, je parle si c'était en anglais, je pense que ça allait être vraiment différent, totalement différent. Mais au moins, c'est... alhamdulillah, je pense que les langues, c'est les clés des cœurs. Si tu parles la langue d'une personne, tu peux avoir un peu plus de connect direct. Donc, j'espère que j'ai pu, en tout cas, connecter avec les auditeurs à travers l'écran et ce podcast. Et jazakallahu khairan pour tout ce que tu fais. Qu'Allah bénisse ton effort, tes travaux, qui t'apportent du succès dans le domaine matériel, professionnel et din, religion. Et Inch'Allah, j'attends la prochaine visite que tu nous visites. Avec plaisir. Et puis toi aussi, si tu passes à Riyad, tu sais venir, tu as mon numéro et on se capte. Merci beaucoup, Suleiman. Très bonne journée à toi, très bon week-end. Et on se capte bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum à tous les auditeurs et les auditrices. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec 3 personnes de ton entourage, à nous laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'il bénisse cette initiative. À bientôt.